Que ce soit pour l'agriculture ou pour l'ensemble des autres sujets, nous avons construit ces programmes en partant de l'intérêt général, de l'intérêt de l'ensemble de la population, avec un processus à la fois participatif et qui garantit le sérieux et la cohérence du programme. C'est vrai à la fois pour notre programme général, l'avenir en commun, mais c'est vrai également pour l'ensemble des 35 programmes thématiques qui viennent préciser, approfondir le programme sur tout un certain nombre de sujets, tout un certain nombre de thèmes et qui ont donné lieu à une collection de livrets thématiques, donc voilà, j'en ai ici quelques-uns. Se sont mis en place des groupes de travail qui ont travaillé sur le programme de chaque thème en vue d'aboutir à ces différents livrets. Dans le cadre de l'agriculture, et donc je tiens à le préciser, Michel, ce n'est pas le livret de Laurent, nous avons eu un groupe d'une quarantaine de personnes, des paysans, des salariés agricoles, des responsables syndicaux, associatifs, des chercheurs, des enseignants, tout un groupe de personnes avec donc une très grande diversité en termes d'expérience, en termes géographiques, en termes professionnels, et qui ont permis véritablement d'aboutir à un programme relativement complet, relativement cohérent, sérieux, et bien entendu, où il reste toujours des points qui peuvent être améliorés. Et je tiens à signaler qu'une réunion comme celle de ce soir, eh bien, c'est une réunion importante parce que ça permet aussi de faire surgir des thèmes, des sujets qui peut-être n'ont pas été suffisamment approfondis et qui devront l'être à l'avenir. L'agriculture concerne avant tout les agriculteurs, les autres travailleurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Et bien entendu, nous avons pris en considération leurs besoins, leurs nécessités, mais nous avons avant tout voulu partir de l'intérêt général, de l'intérêt de l'ensemble de la population, parce que l'agriculture, eh bien, c'est avant tout l'alimentation de nous tous, et donc c'est bien une question qui concerne l'ensemble de la population, et puis l'agriculture, le modèle agricole qui est choisi, il a également des implications en termes écologiques, en termes d'aménagement du territoire, et également en termes sociaux et en termes économiques. Alors, de ce point de vue de l'intérêt général, nous sommes partis du constat que le modèle agricole qui aujourd'hui est dominant et les évolutions actuelles concernant l'agriculture et l'alimentation, eh bien, quel que soit le point de vue que l'on prend, il ne correspond pas à l'intérêt général. Il correspond à une minorité d'intérêts économiques, mais en aucun cas il ne correspond à l'intérêt général. C'est quoi ce modèle? C'est quoi ces évolutions? Vous le savez, c'est un processus de concentration croissante de la production dans un nombre de plus en plus réduit d'exploitations agricoles, avec une perte de 20 000 emplois par an, alors que nous avons plus de 5 millions de chômeurs. C'est une concentration de la production sur la base d'un modèle productiviste basé sur une utilisation intensive d'énergie et de différents types d'intrants. C'est une spécialisation régionale qui implique un allongement des circuits de distribution et c'est une course à la compétitivité sur un marché mondial totalement dérégulé et qui oblige l'ensemble des agriculteurs à des coûts de production unitaires à chaque fois plus bas. Alors, je le disais, quel que soit le point de vue que l'on prend, ce modèle ne correspond pas à l'intérêt général. Alors il faut commencer du point de vue de la qualité de l'alimentation et du point de vue de la santé publique. Parce que, année après année, nous avons des nouvelles découvertes scientifiques qui nous montrent l'ampleur du désastre en termes de santé publique de ce modèle, en termes de multiplication des cancers, en termes de multiplication des perturbateurs endocriniens, et bien entendu, ce sont les agriculteurs, ce sont les travailleurs de l'agriculture qui sont les premières victimes de ce scandale sanitaire,
mais c'est aussi l'ensemble de la population à travers les résidus que l'on trouve dans l'environnement et que l'on trouve sur les aliments. Depuis 20 ans, la valeur ajoutée de l'agriculture française est en baisse constante, parce que cette agriculture productiviste concentrée dans de très grandes exploitations, en réalité, elle produit extrêmement peu de richesse, extrêmement peu de valeur ajoutée, parce que, certes, il peut y avoir des hauts rendements, mais ceci est compensé par des coûts de production, de l'énergie, des équipements qu'il faut amortir, des intrants qui consomment pratiquement, en termes de richesse économique, la totalité de ce qui est produit en termes de rendement. Et aujourd'hui, si les plus grosses exploitations sont plus compétitives, ce n'est pas parce qu'elles produisent plus de richesse par unité de surface, mais c'est tout simplement parce qu'elles sont plus grandes. Et que quand on a 200 hectares, même si l'on produit peu à l'hectare, en termes de richesse économique, en termes de valeur ajoutée, eh bien ceci est compensé par la taille de l'exploitation. Et à ceci s'ajoute que le fait que nous avons un système d'aide publique, les fameuses aides de la politique agricole commune, qui sont des aides globalement proportionnelles à la dimension des exploitations. C'est-à-dire que nous avons une politique agricole qui, au lieu de compenser les inégalités de revenus, vient accroître les inégalités de revenus. Du point de vue économique, nous pourrions aussi parler de la balance commerciale, puisque, effectivement, la balance commerciale du secteur agricole et agroalimentaire français est positive, mais une fois qu'on retire de cette balance commerciale les produits de qualité, et notamment les vins de qualité, dont des vins produits dans votre région, une fois qu'on enlève les fromages de qualité, eh bien finalement, le solde de la balance commerciale, il est négatif, c'est-à-dire que les exportations à bas prix de blé ou de poudre de lait sur le marché mondial, elles sont compensées par toutes les importations des produits qui sont en régression, des productions agricoles qui sont en régression et qu'il faut importer du marché mondial. Et en premier lieu, le tourteau de soja pour l'alimentation animale qui est importé de l'Amérique latine, où la culture du soja a des effets absolument dramatiques en termes de santé des populations, en termes de contamination de l'environnement et en termes de déforestation. À quoi bon continuer à perdre 20 000 emplois chaque année quand nous avons plus de 5 millions de chômeurs? Et puis ce modèle, du point de vue social, il faut le dire, c'est un modèle qui laisse sur le carreau à chaque génération une grande partie des agriculteurs. C'est-à-dire c'est un modèle qui crée de la misère, qui crée de la souffrance dans le monde agricole. Et aujourd'hui, c'est dans le monde agricole que nous avons le taux de suicide le plus important dans la société française. Bien entendu, l'ensemble des contaminations de l'environnement, l'ensemble de la destruction de la fertilité des sols, qui dans nombre de régions est masquée par le fait qu'on utilise de plus en plus d'engrais chimiques année après année, mais où il y a bien une dégradation du potentiel productif de l'agriculture, du potentiel de production des sols. Et puis, du point de vue écologique, il faut parler du changement climatique, parce qu'aujourd'hui, au niveau mondial, 25% des émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique sont liées à l'agriculture. Et si on intègre, outre l'agriculture proprement dit, l'ensemble du système agroalimentaire, c'est-à-dire l'ensemble des activités en amont et en aval de la production agricole, ce sont plus de 40% des émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique qui sont liées à ce système agricole et alimentaire. Alors oui, il est clair qu'il faut changer de ce modèle. Il existe des alternatives. Et ça, c'est un point extrêmement précieux. Cet après-midi, nous visitions l'exploitation d'un agriculteur maraîcher en agriculture biologique qui nous montre qu'une alternative existe et que ça fonctionne et qu'elle fait vivre des gens au travail et que ces gens au travail, ils sont heureux de leur métier, ils se réapproprient le métier d'agriculteur. Et ça, c'est véritablement précieux pour l'avenir. Il existe des alternatives aussi parce que, heureusement, il existe des secteurs de production, je l'ai mentionné tout à l'heure, qui se sont engagés dans des démarches de qualité, et notamment les vins de qualité qui sont nombreux dans la région du Languedoc-Roussillon. Donc ces alternatives, elles existent déjà, et il s'agit maintenant de se baser là-dessus pour construire une agriculture écologique. Qu'est-ce que c'est qu'une agriculture écologique? C'est d'abord une agriculture qui fournit des produits de qualité,
qualité gustative, qualité en termes nutritionnels, qualité sanitaire, c'est-à-dire qu'il ne soit pas un danger pour la population. Ce sont également les principes de l'agriculture biologique, mais c'est également la réintégration dans chaque territoire des activités de production fourragère, des activités d'élevage et des activités de production végétale, parce que c'est cette réintégration qui permet de se libérer des importations de tourteaux de soja, qui permet de se libérer de l'utilisation massive d'engrais chimiques. Donc il faut faire cette réintégration sur chaque territoire. Et puis il faut relocaliser les productions au plus près des lieux de consommation, et ceci sur l'ensemble des territoires. Voilà, ce sont les principes de l'agriculture écologique que nous prônons. Nous pensons par ailleurs que cette agriculture, elle ne peut être qu'une agriculture paysanne, parce que c'est une agriculture extrêmement riche en savoir-faire sur le fonctionnement des écosystèmes et comment utiliser au mieux les potentiels de ces écosystèmes. Et ceci implique du travail, davantage de travail. Et ça, c'est une agriculture paysanne et non pas une grande agriculture capitaliste qui peut le faire. Et notre proposition est de créer 300 000 emplois en agriculture. Et aujourd'hui, on voit que les candidats pour l'installation à l'agriculture, eh bien, ils sont là. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'installer. Donc, pour la métropole de Montpellier, ce sont plus de 600 candidatures qui ont été déposées pour pouvoir s'installer comme agriculteurs. Donc, voilà, c'est une agriculture paysanne. Et je voudrais insister sur une question centrale, parce que nous sommes la seule force politique, et Jean-Luc Mélenchon est le seul candidat à l'élection présidentielle qui a une position absolument claire sur cette question. Il s'agit d'accompagner, d'entraîner l'ensemble des agriculteurs dans cette transition écologique de l'agriculture. C'est-à-dire que nous nous opposons totalement au modèle d'agriculture duale, modèle qui est aujourd'hui promu par le gouvernement actuel, où sur une petite partie du territoire, sur 10 à 20% du territoire, nous aurions une agriculture de qualité, une agriculture saine, biologique, de circuit court, pour une minorité de consommateurs qui ont la chance d'avoir un pouvoir d'achat plus important, alors que sur l'ensemble du reste du territoire, sur 80-90% du territoire, continuerait à se développer et à se renforcer une agriculture productiviste fournissant des produits de bas de gamme pour l'ensemble de la population française. Donc nous nous opposons à ce modèle. Et regardez bien les programmes des autres candidats. Regardez, alors je ne parle pas de Marine Le Pen qui ne parle pas du tout de ces questions-là, mais regardez les programmes d'un Macron ou d'un Fillon qui disent très clairement qu'il ne faut pas opposer les modèles d'agriculture, qu'il y a de la place pour tout le monde. Et Macron va jusqu'à l'hypocrisie de dire que ce n'est pas à l'État de décider quel devrait être le modèle agricole, quand en réalité les règles libérales actuelles et la politique publique actuelle, la politique de la PAC, ce sont bien des politiques qui favorisent le modèle d'agriculture productiviste. Mais lisez bien les différences et les différences de cohérence qui existent entre les programmes sur l'agriculture pour l'élection présidentielle. Alors maintenant, notre programme, il est construit autour de 8 grands axes. Je ne développerai pas l'ensemble des propositions. Par contre, vous pouvez les consulter sur le livret thématique agriculture. Mais je vais tout de même dire un certain nombre d'éléments. Le premier axe est celui de la planification et de la réalisation de la transition écologique de l'agriculture. Il y a bien sûr des mesures d'urgence, l'arrêt des fermes-usines, l'arrêt des agrocarburants de première génération, qui constitue un véritable scandale du point de vue de la sécurité alimentaire mondiale, un véritable scandale du point de vue de la lutte contre le changement climatique, et dont le développement n'est lié qu'au fait qu'un certain nombre de lobbies économiques ont fait pression et que les pouvoirs publics européens et que la Commission européenne sont aujourd'hui totalement perméables à ce type de pression économique. Donc mettons fin à ces agrocarburants de première génération. Bien entendu, il faut aussi, à court terme,
interdire les pesticides les plus dangereux, et notamment le glyphosate, où là aussi il y aurait des choses à dire sur la perméabilité des institutions européennes par rapport aux différents lobbies. Alors sur cette question de la recherche, là aussi il y a des choses à dire, et nous sommes à Montpellier où la recherche agronomique a un poids tout à fait important. Donc il faut le dire, il faut dire à la fois reconnaître que oui, il y a eu des évolutions positives au niveau de la recherche agronomique. Mais quand on regarde ce que fait aujourd'hui l'INRA, eh bien il faut tout de même constater que l'essentiel des moyens, c'est pour l'agriculture productiviste. Donc là aussi, il y a un changement drastique qui doit être opéré, un changement de la lettre de mission de l'INRA, un changement qui doit faire que la recherche agronomique doit être à l'abri des lobbies privés aussi. Et ceci implique notamment que l'ensemble de la recherche agronomique publique soit faite sur fonds publics. Et sur l'enseignement agricole, là aussi, il faut reconnaître les évolutions qui ont été faites. Mais ce ne sont que des évolutions, pour l'instant, peut-être un peu plus que marginales. Mais aujourd'hui, voilà, ce sont des modules de formation sur l'agriculture biologique. Mais cette agriculture écologique n'est pas encore au cœur de l'enseignement agricole. Et il faut donc l'y mettre au cœur de cet enseignement. Ceci implique une formation des enseignants, une révision des programmes. Ceci implique de renforcer l'enseignement agricole public, de rouvrir des lycées agricoles, parce que là aussi, c'est un scandale de constater que sur un certain nombre de territoires, les parents n'ont pas d'autre choix de mettre leurs enfants dans l'enseignement agricole privé parce qu'il y a eu des fermetures d'établissements d'enseignement public et qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'aller dans le privé. Donc il faut consolider cet enseignement agricole public, lui donner une fonction d'animation du territoire, faire que d'ici 5 ans, l'ensemble des fermes expérimentales et de démonstration des établissements d'enseignement agricole deviennent des modèles de transition vers l'agriculture écologique. Il faut absolument se donner les moyens pour qu'il y ait des possibilités légales, mais aussi un appui financier pour développer les systèmes de sélection et de multiplication de semences paysannes, sans avoir à payer des redevances, et qui permettent systèmes qui ont une importance extrême, non seulement en termes de préservation de la biodiversité qui est si importante, mais aussi parce que nous savons bien que ces formes d'agriculture écologique nécessitent des populations végétales qui ne répondent pas aux critères d'homogénéité et un certain nombre d'autres critères qui sont ceux de l'agriculture conventionnelle. Alors bien sûr, il faut défendre et développer les appellations d'origine, mais une question absolument centrale de notre programme est celui de la mise en place de l'établissement de plans alimentaires territoriaux. Des plans qui doivent associer l'ensemble des acteurs, qui doivent permettre de relocaliser la production, qui doivent permettre de relocaliser la production sur les territoires. Et derrière ça, il s'agit, à travers ces plans alimentaires territoriaux, véritablement de recréer un lien entre la population, les territoires, les agriculteurs et l'agriculture. Cette question est tout à fait centrale dans ces plans alimentaires territoriaux. Bien entendu, la restauration collective constitue un levier tout à fait important. La restauration collective, notre programme prévoit, parce que là aussi il faut fixer un cap, une transition à l'horizon de 5 ans de 100% de la restauration collective publique vers des produits de l'agriculture biologique et, si possible, issus de circuits courts. Alors, ceci implique des efforts tout à fait fondamentaux, parce qu'il faut bien entendu appuyer le développement de l'offre de produits issus de cette agriculture. Il faut à l'autre bout former, accompagner les cuisiniers, et puis entre les deux, il y a un véritable enjeu de construire des filières, de construire des plateformes logistiques qui permettent aux agriculteurs bio, par exemple, de rassembler leur offre et de pouvoir répondre aux exigences et aux critères
notamment en termes de quantité de produits, de diversité de produits, de régularité sur l'ensemble de l'année aux critères de la restauration collective. Donc là, il y a un immense chantier qui est à faire. Et nous avons là aussi des expériences qui sont tout à fait intéressantes. Dans la région, vous avez un certain nombre de collectivités territoriales qui font des efforts tout à fait intéressants en ce domaine, de même des efforts intéressants en termes d'installation de jeunes, donc d'action sur le foncier agricole. Donc nous devons nous appuyer sur ces expériences, mais nous devons aussi, à travers une politique nationale, nous donner les moyens de changer d'échelle. C'est-à-dire que ce type de politique locale ne dépende plus seulement de l'existence de personnalités politiques qui ont une tout à fait remarquable, qui ont une véritable volonté politique de faire changer les choses, mais aussi que ceci puisse être mis en œuvre au niveau de l'ensemble du territoire. Et puis, sur ces questions de système alimentaire, bien entendu, nous devons aussi favoriser une évolution des systèmes alimentaires dans leur globalité. Il faut, dans les industries agroalimentaires, un certain nombre de changements. Ceci implique notamment, il faut se passer de l'huile de palme, il faut en finir avec les suremballages, il faut aussi, parfois, les produits de l'agriculture biologique impliquent des processus de transformation qui sont différents de ceux qui s'opèrent sur des produits issus de l'agriculture conventionnelle. Donc, dans les industries agroalimentaires, il y a également toute une transition qui doit être enclenchée. Mais aussi bien ce défi est un défi passionnant pour les agriculteurs, mais c'est aussi un défi passionnant pour tous les techniciens, les ingénieurs de l'industrie agroalimentaire qui, à travers cette participation à la transition écologique, pourront donner un nouveau sens à leur travail au-delà de la rentabilité immédiate de leur entreprise. Il y a également dans notre programme une partie tout à fait importante sur la question de la rémunération du travail agricole. Parce que cette agriculture écologique, quel que soit le système que l'on étudie, d'une façon générale, c'est une agriculture qui est plus intensive en travail, qui est plus riche en travail, qui demande plus de travail. D'autre part, bien souvent, cette agriculture écologique, elle peut avoir des rendements à l'hectare qui sont plus faibles que dans l'agriculture conventionnelle. Et donc, si nous voulons véritablement permettre cette transition de masse vers une agriculture écologique, il faut garantir une juste rémunération du travail et donc il faut garantir des prix rémunérateurs aux producteurs. Parce que pourquoi aujourd'hui l'agriculture biologique se développe-t-elle à ce rythme-là? C'est parce que les agriculteurs biologiques ont la chance d'avoir une rémunération pour leurs produits largement supérieure à la rémunération des produits issus de l'agriculture conventionnelle. Mais si l'on veut généraliser ces principes, il faut se donner les moyens de généraliser les principes de prix rémunérateur. Alors, ceci dépend quels outils mettre en œuvre pour cela. Bien entendu, ça dépend des secteurs de production. Tous les secteurs n'ont pas les mêmes caractéristiques et tous les outils ne sont pas forcément les plus adaptés pour chaque secteur. Mais il y a un certain nombre de secteurs où la question de la régulation des volumes de production est tout à fait centrale. Alors ce sont les quotas laitiers, et puis c'est également le cas de la viticulture. La viticulture, bon, ces dernières années, les choses vont plutôt bien, mais avec la dérégulation, avec la disparition des droits de plantation, véritablement, nous ne sommes pas à l'abri de crises majeures dans les années qui viennent. Donc pour certaines productions, il faut rétablir ce type de limitation des volumes. Pour d'autres productions, il faut établir des prix minimums aux producteurs ou bien des coefficients multiplicateurs maximum. C'est quoi un coefficient multiplicateur? C'est le rapport entre le prix d'un produit vendu au consommateur et le prix du même produit acheté aux producteurs. Voilà, donc ces outils, ils doivent aussi permettre ils doivent être accompagnés dans un certain nombre de cas de protection par rapport à des importations qui seraient importées à un prix trop bas ou par rapport à des importations qui seraient produites dans des conditions de production qui ne respecteraient pas les mêmes exigences environnementales
qui sont exigés aux produits fabriqués sur le territoire national. Bien, donc ça, c'est tout à fait important, non seulement en termes de rémunération du travail agricole, mais également dans une optique aussi, et ceci est lié à la relocalisation des productions, et je pense notamment aux fruits et aux légumes, la nécessité de mettre fin à la spirale actuellement, notamment sur les fruits, à la décroissance de la production française sur ces questions-là. Alors, une fois qu'on a parlé de prix agricoles rémunérateurs, eh bien, on peut s'attaquer aux aides de la politique agricole commune, au transfert public à l'agriculture. Quand on est dans un contexte de prix rémunérateur, les questions se posent d'une manière différente que dans le cas actuel, où bien souvent 80% du revenu agricole est constitué par des aides de la PAC. Les transferts publics à l'agriculture, c'est tout de même considérable, ce sont 11 milliards d'euros pour la France. Ils doivent être utilisés en priorité pour appuyer la transition écologique de l'agriculture, pour rémunérer des services environnementaux qui sont fournis par l'agriculture. Donc je ne reviens pas sur tous les aspects de la transition au bio qui exigent des investissements tout à fait importants. Et puis également, je l'ai mentionné aussi, dans les filières pour la structuration des produits de l'agriculture écologique, voilà, il y a tout un certain nombre d'investissements qui pourront être financés à travers une utilisation beaucoup plus intelligente, beaucoup plus pertinente des transferts publics à l'agriculture. Une partie de ces transferts doit bien entendu être utilisée aussi pour favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs, et notamment de jeunes, et également pour favoriser le maintien et le développement d'une agriculture dans tout un certain nombre de territoires qui ne bénéficient pas de conditions agronomiques, climatiques aussi favorables pour le développement de l'agriculture, mais où on sait bien que dans ces territoires, l'agriculture joue un rôle tout à fait fondamental en termes d'entretien, de dynamisation du tissu économique, du tissu social et en termes d'aménagement du territoire. Alors, nous avons également une partie de notre programme que nous avons intitulé « Bien vivre en milieu rural ». Je l'ai mentionné tout à l'heure, aujourd'hui, les jeunes, et c'est tout à fait légitime, ont des exigences de vie en milieu rural qui sont les exigences de n'importe quel jeune. Donc, ceci est tout à fait important, d'autant plus que, je l'ai mentionné, il y a un certain nombre de territoires où un des fléaux majeurs, c'est tout de même l'isolement des agriculteurs. Donc là, il y a tout un certain nombre de mesures à prendre, notamment en termes de restauration des services publics, mais aussi en termes d'encouragement à des formes de coopération entre agriculteurs, de telle façon à ce qu'ils puissent agir ensemble, ils puissent notamment agir ensemble pour cette transition écologique de l'agriculture. Et puis ce sont aussi des investissements collectifs, ce sont aussi des systèmes de remplacement qui doivent être un système public de remplacement qui doit permettre à n'importe quel agriculteur et notamment à n'importe quel éleveur de pouvoir prendre des week-ends ou prendre des jours de congé quand il le souhaite. Et puis j'en viens alors sur cette question de bien vivre en milieu rural. Bien entendu, la question des retraites agricoles, dont le niveau est aujourd'hui véritablement un scandale, et dont nous prévoyons qu'elle soit pour une retraite complète au minimum au niveau du SMIC dès maintenant, avec une perspective d'alignement sur le régime général à moyen terme. Une question absolument centrale, et je l'ai mentionné tout à l'heure, et je rementionne que nous sommes les seuls à aborder sérieusement cette question-là, c'est la question du foncier agricole. Il faut à la fois stopper le processus d'accaparement et de concentration de la production dans un nombre de plus en plus réduit d'exploitations, inverser ce processus et également se donner les moyens d'une baisse du prix du foncier agricole pour favoriser l'agrandissement des plus petites exploitations et l'installation de nouveaux agriculteurs. Alors par rapport à ça, nous prenons un certain nombre d'outils. Premièrement, et ça a été mentionné, les SAFER. Les SAFER, les sociétés d'aménagement foncier et rural, vous le savez, c'est un outil précieux puisque nous sommes tout de même, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui disposent de ce type d'outils et qui sont un outil qui peut permettre d'inverser ce processus de concentration de la production. Mais aujourd'hui, dominé par le syndicalisme agricole majoritaire, les SAFER ne jouent pas leur rôle.
Il faut être clair, nous prônons la transformation des SAFER sur la base de leur expérience en établissements publics fonciers, agricoles et ruraux. C'est-à-dire que l'État reprendra toutes ses responsabilités et chaque fois qu'il y aura opportunité d'utiliser des terres qui se sont libérées, y compris à l'occasion de transferts de parts de société, chaque fois que des terres seront libérées, eh bien, chaque fois qu'il y aura la possibilité d'utiliser ces terres pour favoriser l'agrandissement de petites exploitations, l'installation de nouveaux agriculteurs, notamment à proximité des villes, et notamment à travers des dispositifs associant des collectifs de citoyens, associant des collectivités territoriales, chaque fois qu'il y aura cette possibilité, eh bien, il y aura préemption. Bien entendu, l'ensemble des acteurs, y compris les syndicats agricoles, seront représentés dans un conseil consultatif de ces établissements publics. Mais soyons clairs, l'État reprendra ses responsabilités sur ces établissements publics. Il en va de même du contrôle des structures. Là encore, un outil extrêmement précieux que nous avons en France, mais qui a été totalement dénaturé. À travers le contrôle des structures, qui détermine les autorisations d'exploiter en cas de transmission d'exploitation, en cas d'agrandissement d'exploitation, en cas de mise en location, eh bien, à travers ce contrôle des structures, nous établirons une surface maximale d'exploitation. Bien entendu, cette surface, elle dépend du type de culture, elle dépend du potentiel agronomique de chaque région, mais tous les équivalents entre territoires et entre cultures, ils existent déjà, là, nous n'inventons rien. Alors, pour donner un ordre de grandeur, nous disons le plafond, il sera de 80 hectares en zone céréalière. 80 hectares par actif familial ou salarié. Donc vous voyez, ce n'est pas non plus une réforme agraire radicale qui se ferait du jour au lendemain. Ce sera de toute façon une mesure qui s'appliquera progressivement, puisque je l'ai dit, ce sera à l'occasion des transmissions ou à l'occasion de transferts de foncier. Bien. En tout cas, ce sera un outil extrêmement important pour stopper ce processus de concentration et du coup libérer des terres et du coup baisser le coût du foncier et du coup favoriser des petites exploitations en termes d'agrandissement ou en termes d'exploitation. Alors, par rapport à ça, nous avons également la nécessité, et vous le savez, dans votre région, le nombre de terres en friche qui pourraient être utilisées pour l'agriculture, eh bien, nous prônons l'obligation pour les propriétaires qui ne sont pas agriculteurs et qui ont des terres en friche, l'obligation de céder ces terres pour des mises en location pour qu'une activité agricole puisse y avoir lieu. Alors, concernant le foncier, nous avons également une mesure extrêmement importante. Parce que, vous le savez, ça a été mentionné tout à l'heure, ça a été mentionné par Serge, nous avons un processus d'artificialisation du foncier agricole, un processus d'urbanisation qui mine notre territoire agricole et notamment à proximité des grandes villes, c'est-à-dire là où les terres sont les plus fertiles et là où il y aurait besoin de développer une agriculture pour pouvoir alimenter les villes. Eh bien, nous prônons, en nous inspirant de la loi actuelle du littoral, qui, somme toute, fonctionne bien, une loi de protection généralisée du foncier agricole et rural. C'est-à-dire que la règle générale sera celui d'une non-artificialisation, d'une non-urbanisation de ces terres. Bien sûr, il y aura des exceptions, il y aura des exemptions, parce qu'on sait bien que dans certains cas, il y a des obligations véritablement d'accroître la surface de ville ou d'établir un certain nombre d'infrastructures. Mais ce seront des exceptions. Ce seront des exceptions. Et ce ne seront pas les élus locaux qui le décideront, mais ce seront des collectifs, ce seront des commissions départementales, commissions qui existent d'ailleurs déjà, sur la base de critères nationaux. Parce que l'on le sait bien, et vous l'avez vécu dans votre région à maintes reprises, on le sait bien qu'aujourd'hui, les élus locaux sont soumis à tout un certain nombre de pressions, et notamment à la pression d'intérêts économiques, avec des chantages à l'emploi notamment, à tout un certain nombre de pressions pour urbaniser les terres agricoles. Alors, bien entendu, ceci implique d'avoir en parallèle une politique d'aménagement urbain qui soit cohérente avec cet objectif. Et ceci
est bien présent dans notre programme, avec des objectifs notamment de récupération d'anciennes friches industrielles et de densification de l'habitat. Mais voilà, nous sommes face à une question tout à fait centrale et par rapport à ça, nous avons un certain nombre de propositions et je souhaite ajouter que cette question de la protection du foncier agricole, elle s'applique également au logement des agriculteurs, parce que c'est également une limitation très forte pour l'installation d'agriculteurs sur leur exploitation. Et donc, nous étendons cette question de la protection du foncier au logement des agriculteurs et sans doute un certain nombre de mesures complémentaires seront nécessaires pour permettre que les agriculteurs qui le souhaitent puissent vivre au milieu de leur exploitation. Dans l'exploitation agricole que nous visitions cet après-midi, c'est un problème flagrant. Nous avons un agriculteur qui est installé ici depuis 7 ans et qui ne peut toujours pas avoir un logement au milieu de son exploitation, avec tous les problèmes de vol de produits, d'insécurité que ceci implique. Donc là, nous avons une question tout à fait centrale. Cette révolution agricole, elle implique aussi des évolutions en termes de gouvernance de l'ensemble des institutions, des organismes qui viennent en appui de l'agriculture. Alors bien entendu, nous devrons renforcer et nous appuyer de tous les organismes comme les FADEAR, CIVAM, etc., qui ont une expérience d'accompagnement de cette agriculture paysanne et écologique. Mais nous devrons aussi nous attaquer aux organismes comme les chambres d'agriculture, comme les instituts techniques. Et là, soyons clairs également, sur les chambres d'agriculture, nous mettrons fin à la double mission actuelle, où il y a à la fois une mission de service public, d'appui à l'agriculture, et une mission de représentation des intérêts du monde agricole. Non, la représentation des intérêts du monde agricole, pour ça, il y a les syndicats agricoles. Les chambres d'agriculture auront exclusivement une mission de service public. Et ce sera une mission de service public au service de l'agriculture écologique et paysanne. Et ceci implique que là aussi, l'État devra reprendre toutes ses responsabilités en termes de présence et en termes de cadrage des missions des chambres d'agriculture. Et ceci implique aussi qu'en termes de gouvernance, il faudra en finir avec la domination actuelle du syndicalisme agricole majoritaire, d'abord en établissant un système de proportionnel intégral à tous les niveaux dans ces chambres d'agriculture, mais aussi en y associant tout un certain nombre d'autres acteurs, parce que, rappelons-le, l'agriculture, c'est une question qui concerne l'ensemble de la société et non pas uniquement les agriculteurs. Devront être présents dans les chambres d'agriculture les collectivités territoriales, les associations de consommateurs, les associations de développement de l'environnement. Voilà, donc je voudrais terminer cette présentation en m'arrêtant sur les aspects internationaux de nos propositions. Nous disons, tout d'abord, nous l'affirmons clairement, il y a une nécessité d'un protectionnisme solidaire, c'est-à-dire un protectionnisme, nous ne sommes pas dans un protectionnisme de repli sur soi ou xénophobe, il faut être bien clair par rapport à ça, mais nous disons qu'une transition écologique de l'agriculture, elle implique une relocalisation des productions, elle implique une diversité de production sur l'ensemble du territoire, et ceci n'est pas compatible avec une ouverture à des importations de produits de l'ensemble du monde à bas prix, où bien souvent ces produits sont fabriqués dans des conditions sociales et dans des conditions environnementales qui sont absolument désastreuses. Ce protectionnisme solidaire, pour nous, c'est une déclinaison de ce que nous voulons faire et ce que nous voulons reconnaître à travers le monde en termes de sécurité alimentaire. Bien entendu, ceci impliquera de sortir d'un certain nombre d'accords de libre-échange, de bloquer les négociations sur un certain nombre d'accords de libre-échange. Et je voudrais m'arrêter sur cette question du plan A et du plan B par rapport à nos partenaires européens. Parce qu'au fil des discussions, je me rends bien compte que cette question a bien souvent été caricaturée, et notamment par les médias, qui ne sont pas nos amis. Elle a bien souvent été caricaturée et qu'elle doit être bien comprise, elle doit être bien interprétée. Aujourd'hui, réfléchissons bien. Comment éviter de se retrouver, au bout de 6 mois,
dans la position d'Alexis Tsipras, si nous arrivons au gouvernement, qui au bout de 6 mois a dû capituler sur 100% de ses exigences. C'est ça la question centrale. Pourquoi Alexis Tsipras a dû capituler? Bien sûr, en partie parce que c'est la Grèce. La France n'a tout de même pas la même position, et ce n'est pas du tout un mépris pour la Grèce, c'est une réalité objective, hein, n'a pas la même position en termes de force économique et de poids politique dans l'Europe. Mais c'est aussi parce que tout simplement, Alexis Tsipras n'avait pas de plan B. C'est-à-dire, au cas où ces exigences ne retrouveraient pas une réponse positive, eh bien, il n'avait pas de porte de sortie. Et les autres le savaient bien, la Commission européenne, le FMI, ils le savaient bien qu'il n'avait pas de porte de sortie. Et donc, ils ont pu l'acculer au mur et le faire céder sur 100%. Avoir un plan B, c'est quoi? C'est dire tout d'abord, on négocie un plan A. C'est-à-dire, on négocie avec nos partenaires européens pour la sortie d'un certain nombre de traités européens, pour l'établissement de nouvelles règles. Parce que si vous le voyez bien, dans toutes les propositions que nous faisons, et nous le disons clairement, parce qu'il y a d'autres candidats à l'élection qui ne le disent pas clairement, il y a tout de même tout un certain nombre de mesures, le droit à la concurrence, qui aujourd'hui ne permet pas à une collectivité territoriale d'introduire un critère d'origine des produits dans les appels d'offres publics, l'existence de prix minimum aux producteurs ou de coefficients multiplicateurs maximum, l'existence de protection sur un certain nombre de produits. Tout ceci est fondamentalement incompatible avec les traités européens actuels. Il faut le dire clairement. Donc le plan A, c'est négocié. C'est une négociation globale qui ne concerne pas seulement l'agriculture, mais c'est une négociation auprès de notre partenaire européen pour faire changer un certain nombre de choses. Mais c'est aussi dire à nos partenaires européens, et là intervient le plan B, eh bien écoutez, si vous vous montrez inflexible, eh bien nous avons la possibilité de mettre ça en place dans un cadre national, mais pas seulement national. Rien n'empêche de recréer, et c'est notre volonté, des coopérations avec les pays européens qui le souhaitent. Vous voyez? Donc, le fait d'avoir ce plan B constitue un moyen d'avoir un rapport de force dans la négociation du plan A. Et c'est tout à fait fondamental. Et quoi qu'il en soit, ce que nous disons aussi clairement, c'est qu'à l'issue des négociations dans le plan A, c'est le peuple qui décidera. C'est-à-dire qu'il y aura un référendum qui, en fonction de ce qui aura été obtenu ou n'aura pas été obtenu, c'est le peuple qui décidera. Voilà, je crois que c'est important de comprendre cette question et d'être honnête avec nous-mêmes. Parce qu'il ne s'agit pas là de refaire un discours du Bourget, de promettre tout un certain nombre de choses et puis ensuite de revenir en disant « Ah ben on n'a rien obtenu, on n'a rien pu faire ». Bien, alors je voudrais dire aussi sur cette question internationale que ceci implique aussi une nouvelle politique de coopération au niveau international. D'abord, vous le savez, il y a des produits qui aujourd'hui bénéficient de labels du commerce équitable. Ce sont des produits d'importation, le café, le cacao, qui garantissent que les agriculteurs, à l'autre bout de la chaîne, sont payés dans des conditions de prix rémunérateurs qui leur permettent de vivre dignement. Eh bien, nous, ce que nous disons, c'est que sur 5 ans, c'est-à-dire à l'horizon de 5 ans, nous créerons un label public de commerce équitable et l'existence de ce label deviendra une condition d'importation de ces produits. Dans 5 ans, ne sera importé plus que du café ou du cacao équitable, c'est-à-dire pour tous les produits pour lesquels il existe des produits de ce type-là. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental en termes d'action au niveau international. Et puis nous nous battrons au niveau des Nations Unies. Alors bien entendu, nous savons les rapports de force, mais nous nous battrons, nous défendrons sur la base de l'expérience de la FAO, d'autres organisations des Nations Unies, pour une organisation des Nations Unies en faveur de l'agriculture paysanne, de la transition écologique des agricultures, d'une régulation des marchés mondiaux. Et puis en termes de coopération, eh bien nous appuierons les pays qui le souhaitent, parce que nous savons qu'ils ne le souhaitent pas tous. Nous appuierons les pays du Sud qui le souhaitent à appuyer leur agriculture paysanne
à organiser la transition écologique de l'agriculture, à protéger leur marché agricole et réguler leur marché agricole. C'est-à-dire que nous ferons tout l'inverse de ce que fait actuellement l'Union européenne, notamment à travers les accords de partenariat économique, où depuis 15 ans l'Union européenne fait pression de manière éhontée sur les pays africains pour qu'ils libéralisent leur marché agricole au bénéfice des matières premières et des produits issus de l'agriculture et de l'agro-industrie européenne. Et quand on sait qu'aujourd'hui, ces produits envahissent les marchés du Sud, rentrent en compétition directe avec les agricultures paysannes, et qui sont les jeunes qui aujourd'hui vont vers les villes, ce sont les fils de paysans qui sont dans la misère, qui sont dans des conditions de pauvreté trop fortes pour amorcer un processus de développement. Et qui sont les jeunes qui vont par milliers se noyer dans les eaux de la Méditerranée? Eh bien, ce sont les fils de paysans du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire. C'est un véritable scandale, cette politique de l'Union européenne, et nous ferons tout l'inverse en termes de coopération internationale. Voilà l'essentiel du programme. Donc maintenant, je crois que nous avons la place au débat. Merci bien.